Bien, bonjour tout le monde. Nous voici déjà à la deuxième séance, deuxième rencontre consacrée à notre nouvelle question. Alors, je ne vous le cache pas, je me sens promue au grade de grande personne du SIEJ parce que jusqu'ici, j'avais toujours bénéficié du confort de laisser d'autres prendre la parole au début du cycle, baliser, cartographier, indiquer, et puis je me contentais d'apporter un petit grain de sel tout ponctuel bien plus tard dans les discussions. Donc, voilà, c'est une sorte de promotion. Toujours est-il que mon ambition sera très modeste aujourd'hui, didactique à vrai dire. On en est encore vraiment, me semble-t-il, au stade de balisage presque grossier, de débroussaillage de la problématique. Et je ne doute pas qu'ensemble, progressivement, on décollera au fil des mois prochains. Et donc aujourd'hui, je vais me contenter de traiter de deux choses. Tout d'abord, dans une partie plus longue que la seconde, je vais respecter le titre de cette intervention en partageant quelques informations sur ce qu'on appelle les approches critiques du droit. Et puis, dans la seconde partie, donc, je vous proposerai un petit exercice de définition, de catégorisation. Alors, pour tout ça, je vais partir du propos d'Antoine Boyeux, puisque notre objectif ici, c'est bien de construire ensemble une problématique. Et donc, comme à son habitude, Antoine nous a proposé une réflexion hyper structurée. Alors, Antoine et la schématisation, c'est carrément une tendance. Hein. C'est quand il parle, on voit presque visuellement des schémas. Je me souviens de son intervention sur l'ADN du droit. J'avais l'impression d'avoir des flèches dans tous les sens, mais en fait, ça marchait. Et puis, la même chose aussi avec les 6 paradigmes, les 6 hypothèses à l'épreuve du paradigme croissantiel avec François. On a l'impression d'être emmené dans un tableau, c'était fou. Et c'était la même chose d'ailleurs quand tu es venu nous parler, Antoine, de ton cours de Legal Theory avec tout ton graphique, etc., où j'en suis sortie en me demandant quel graphique je devais faire dans mes cours. Mais toujours est-il que donc, quand Antoine résume ses pensées, on visualise quelque chose. Et la semaine dernière, tout comme à la mise au vert du SIEJ, nous a proposé un travail structuré sur 2 axes. Et je trouve vraiment intéressant qu'on garde ces axes en tête quand on prend la parole ou quand on intervient enfin pas prendre la parole à chaque fois, mais quand on intervient de façon construite dans ce cycle, histoire de peut-être progressivement construire une ossature. Alors j'imagine qu'Antoine nous en voudra pas si ces axes bougent, et on sait tous très bien qu'au fil d'une recherche, bien sûr que les choses évoluent, mais je trouve que c'est intéressant et que ça nous a bien servi dans les cycles passés de garder une forme de structure, fût-elle approximative, mais une sorte de structure commune. Et donc, je vais me permettre de redire un mot des 2 axes qui ont été esquissés par Antoine. 2 axes, d'une part, premier, un axe qui porte ou qui concerne les articulations entre droit et vérité. 3 articulations. Premièrement, la vérité du droit ou la vérité sur le droit. Quid ius? Qu'est-il vraiment? Le droit est un objet de vérité, on cherche à dire vrai au moment de le définir. Austin, par exemple, nous dit, John Austin, pas John Langshaw Austin, dont je parlerai tout à l'heure, donc Austin nous dit par exemple, le droit, c'est le command of a sovereign assorti d'une menace de sanction. Peu importe son contenu, il existe une règle juridique dès lors qu'une personne émet un ordre, un commandement, command, et que la survenance d'un mal, une sanction, est prévue en cas de non-respect de cet ordre, de ce command. Voilà. Il dit, c'est ça le droit, voilà la vérité sur le droit. D'autres vont dire qu'au fond, on n'est pas si sûr de ce que c'est que le droit, qu'il y a de la juridicité sans autorité sanctionnatrice parfois, et qu'il y a aussi des ordres assortis d'une conséquence, d'une sanction, qui ne sont pas du droit. Donc là, on peut repenser, si vous en souvenez, aux propos très clairs qu'Isabelle Haché avait tenus en introduction de notre cycle sur les sources du droit. Mais donc, premier point sur ce premier axe, quid ius, la vérité sur le droit. Deuxième point, la vérité en droit, quid iuris. Quelle proposition juridique est-elle vraie à l'égard du texte de la loi, de l'évolution des pratiques sociales? Ça, on peut encore un peu discuter, mais qu'est-ce qui est vrai en droit? Et troisième point, la vérité par le droit. Là, on vise les moments où le droit permet d'atteindre, ou prétend du moins atteindre une vérité, où le droit est une sorte de voie d'élucidation. Et là, on peut penser aux moyens de le faire, le droit de la preuve, par exemple, le droit du procès équitable, l'exigence de transparence, le recours à l'expertise, donc des moyens d'arriver à du vrai par le droit. Et on peut aussi penser aux ambitions à ce sujet.
les lois mémorielles, la reconnaissance du statut de victime, la reconnaissance d'un titre de propriété intellectuelle. Le droit permet d'arriver à une forme de vérité, en tout cas, je préciserai ce dont il s'agit selon moi. Mais donc, un premier axe, 3 articulations entre droit et vérité. Un second axe, pour la problématique, qui concerne 2 conceptions, 2 acceptions de la vérité. Premièrement, ce qu'Antoine a appelé vérité-correspondance, donc l'idée que la vérité, ou qu'est vrai, ou que la vérité, ça vise l'identité entre une assertion et son objet, entre une affirmation et le donné sur lequel elle porte. Donc, le critère de vérité ici, c'est l'exactitude, on dévoile une réalité. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu quelques migraines en replongeant dans vérité, correspondance et toute cette philosophie analytique à laquelle je suis finalement assez peu sensible, mais je pense que sans entrer dans ces débats-là, on peut s'accorder sur l'idée d'une correspondance, vérité en tant que correspondance. Deuxième point sur le même axe, ce qu'Antoine a appelé vérité-construction. La quête de cette vérité, là, elle part des difficultés à accéder à la réalité, aux données extérieures. Est-ce que je suis objective? Comment penser l'écart entre le mot et la chose, entre le discours et son objet, entre la carte et le territoire? L'idée, donc, dans cette vérité-construction, c'est de se centrer non pas sur le donné extérieur et sur la conformité de ce qu'on en dit avec ce donné, mais sur l'élaboration du discours sur les faits. Ce que j'en dis, est-il sincère? Est-il cohérent? Fait-il consensus? Si oui, est-ce suffisant et à quelles conditions pour considérer que c'est vrai? Ici, le critère de la vérité, nous dit Antoine, c'est la pertinence. Je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord, mais je n'ai pas trouvé de meilleure idée, donc gardons ça. Alors, avec Antoine toujours, Yoram et Jérémy, on s'est dit que à partir de cette ossature, ce serait intéressant, utile peut-être, d'évoquer un peu plus longuement cet axe de vérité-construction, en guise de préambule ou peut-être même simplement de vague soutien à la problématisation collective que j'évoquais pour cette question qui va tous et toutes nous occuper au cours des prochains mois. Et alors on a trouvé ça bien, mais on n'a pas exactement dit pourquoi ce serait bien de faire ça, et donc j'y ai réfléchi et j'ai trouvé 2 bonnes raisons à ce que vous m'écoutiez aujourd'hui. D'une part, il me semble que cet axe vérité-construction, il est d'actualité. Il est en lien avec, quelque part, la perception qui a peut-être mené à cette idée de cycle, mais aussi avec ce qu'on entend dans certains débats politiques, disons, de qualité discutable. Ce que tu dis n'est pas plus vrai que ce que je dis, c'est une question de point de vue, tout est une question de point de vue, ta construction est biaisée, tu ne peux pas parler de cela au vu de qui tu es, aucun discours ne vaut mieux que l'autre, ou tous y valent la même chose au fond, la science elle-même ne mène pas à une plus grande vérité que mon ressenti, que mon vécu, que mes constats. Finalement, tout est question de point de vue. Et là-dedans, on trouve très souvent une méfiance, comme l'a aussi rappelé Antoine la semaine dernière, à l'égard de l'autorité ou de toutes les autorités dans leur diversité. Qui es-tu pour prétendre dire vrai ? Toi scientifique, toi responsable politique, toi expert ou experte de quoi que ce soit, finalement, tu ne fais œuvre que d'arguments d'autorité et ça ne me convainc pas pour autant. Autorité scientifique, autorité politique, autorité sociale, peu importe finalement. Donc, une raison d'en parler ou d'en parler encore à nouveau après la séance de la semaine dernière, finalement, c'est d'actualité, c'est tendance, disons. D'autre part, il semblait pertinent, ou il m'a semblé finalement pertinent après un peu de réflexion, de prendre un petit temps introductif sur les approches qui, en théorie du droit, cherchent une vérité-construction. Pourquoi ? Parce que, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le dire, il me semble que dans nos habitudes, dans la tradition de l'école de Saint-Louis, sous l'impulsion de François Host, on a finalement, pour habitude vraiment, résolu, convaincu, argumenté, mais pour habitude de travailler de façon dialectique, d'articuler toujours les prétentions à la vérité absolue, à une vérité correspondance, avec d'autres points de vue issus d'autres disciplines, dans une approche finalement qui est toujours déjà nuancée. Et donc on ne fait pas toujours référence explicite aux courants qui se revendiquent principalement d'une critique, d'une opposition aux vérités correspondances ou
aux propositions, aux réflexions, aux courants de vérité-correspondance. Donc finalement, on a tellement l'habitude de jouer les équilibristes qu'on en oublie peut-être, parfois, d'évoquer explicitement ou de lire tout à fait les, disons, propositions plus radicales, dont on garde certains éléments, mais enfin voilà, j'ai l'impression que parfois on les connaît moins bien, ou en tout cas que pour certaines d'entre nous, on ne les cite pas directement, on ne les formule pas directement. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être pas inintéressant, au vu de cette bonne habitude qui est la nôtre, de dire un mot, ça sera général, ça sera trop rapide, ça sera peu nuancé, je vous sers tous les caveats d'usage, mais donc de dire un mot de ces études critiques, qu'au fond nous mobilisons peut-être parfois sans toujours le dire. Alors, qu'est-ce qu'on vise par approche critique du droit? Qu'est-ce que c'est que ça en théorie et en philosophie du droit? Il me semble que toutes ces approches, et je préciserai ensuite, mais toutes ces approches sont explicitement ou pas des héritières ou des variations du constructivisme. Ah, on entend le mot construction. Bon. Alors, par constructivisme, désolée si je fais œuvre de trop de détails, ça doit être une petite déformation de prof de première bac, mais voilà. Donc, par constructivisme, j'entends le courant de pensée qui consiste à montrer que des phénomènes qui paraissent naturels, qui paraissent aller de soi, sont en fait construits, historiquement situés et contingents. Donc, l'idée force des constructivistes, c'est pas de nier la réalité, mais d'étudier comment on la caractérise, comment se forment nos approches de cette réalité. Les constructivistes, pour le dire de façon très rudimentaire, les constructivistes se distinguent donc des rationalistes, pour qui la connaissance est fondée sur la raison, des empiristes, pour qui la connaissance est fondée sur l'expérience, et des réalistes, au sens où, très discutable bien sûr, pour qui, au sens où il existerait, donc pour les réalistes, une réalité objective tout à fait indépendante de celui ou celle qui l'observe. Selon les constructivistes, en effet, nous n'avons pas d'accès direct à la réalité, ni par la raison, ni par les sens, et nous construisons dès lors notre représentation de cette réalité selon le contexte dans lequel nous travaillons. Donc notre connaissance est influencée par exemple notre culture, enfin par le contexte, donc nos caractéristiques propres. La réalité est donc façonnée par notre analyse, quelle qu'en soit l'existence intrinsèque, cette réalité ne peut pas pour nous exister de façon indépendante de nos analyses. Alors, pour les constructivistes, pour le dire encore autrement, tant l'objet d'étude que nous choisissons, notre territoire, que nos recherches à ce sujet, la carte qu'on va en esquisser, en dresser, donc tant notre objet que nos recherches à ce sujet résultent de pratiques sociales. Et donc au sens très large du constructivisme que je viens d'essayer, c'est un peu dangereux de dresser, on peut, pour exemple, très célèbre, penser aux recherches d'Edward Said sur l'orientalisme, à celles de Foucault sur la prison ou la sexualité, à celles de Butler sur le genre, enfin voilà. Cette façon de penser les choses, je m'éloigne, mais vous allez voir, on va reprendre le fil, enfin j'espère. Cette façon de penser les choses, et donc de penser la connaissance, elle est née, on va dire un peu grossièrement, au XXe siècle, en tout cas dans ces termes-là, d'abord en philosophie des sciences, et puis elle s'est élargie aux sciences sociales. Il me semble que généralement, dans la littérature, on considère que son ancrage séminal, disons, c'est un ouvrage de 1966 qui s'appelle « The Social Construction of Reality », un affreux mot pour les francophones, la construction sociale de la réalité, qui a été rédigé par Peter Berger, un États-Unien d'origine autrichienne, et Thomas Luckmann, un Slovène. Je prends le temps de détailler un petit peu ce que je vous dis du constructivisme, parce que je pense que ça nous sera utile pour la suite. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a été utile dans la construction de la réflexion que je vous propose maintenant. Deux reproches sont, me semble-t-il, et toujours à très gros traits, adressés au constructivisme. Deux reproches, le déni de la réalité et le relativisme. Le premier de ces reproches, déni de la réalité, consiste à rétorquer aux constructivistes que, quand même, il y a bien une réalité. On peut peut-être théoriser l'espace de façon différente, il y a quand même bien une lune et un soleil dans le ciel.
Même si les théories scientifiques sont ancrées dans un contexte, on ne peut quand même pas nier que le principe de gravité s'applique. Quand bien même le genre serait un construit social, on ne peut pas nier qu'il y a des humaines et des humains qui se distinguent sur base de différences physiologiques. À cela, ce genre de critique, vous déniez la réalité, il y a quand même quelque chose, etc., les constructivistes vont rétorquer qu'ils ne prétendent pas que la réalité n'existe pas et qu'ils ne prétendent même pas que tout est social. Leur propos, c'est de travailler au processus de production du sens et aux effets de cette production de sens sur la réalité. On n'a pas pensé le cosmos de la même façon dans la Grèce antique qu'à Houston dans les années 1960. Eh bien, ça a un effet sur notre rapport au monde, notre vie. Tout comme la façon dont on conçoit les rôles de genre dans les différents coins du monde, tout comme la gravité est quand même conçue de notre point de vue de terrien ou de terrienne. Je suppose qu'E.T. a un autre avis à ce sujet, ou en tout cas ne l'aurait peut-être pas pensé de la même façon. Donc l'enjeu pour les constructivistes, ce n'est pas l'existence du réel. L'enjeu pour eux, c'est l'accès à ce dernier. Alors ça n'empêche pas des débats, franchement, parfois un peu rigolos sur qu'est-ce qui ne serait pas un construit social. Alors j'ai un peu regardé, visiblement il y a un doute sur la causalité. Bon, soit. Ça semble discutable aussi. Mais bon. Reproche de déni de la réalité, donc adressé aux constructivistes, auxquels ils répondent. On adhère ou pas, je vous parle de tout ça parce que les approches critiques du droit me semblent, comme je vous l'ai dit, constituer des formes de variation du constructivisme. Second reproche principal, le relativisme. Si tout est affaire de construction, finalement, aucune proposition ne peut prétendre être meilleure que les autres. Voilà. À cela, les constructivistes vont répondre qu'affirmer que plusieurs conceptions de la réalité sont possibles, que ces conceptions dépendent du contexte dans lequel elles sont formulées, ça n'équivaut pas à affirmer que toutes les conceptions ont la même valeur. Là, on retrouve un écho de ce que François Host a répété dans de très nombreuses publications, et même, je crois, de mémoire dans le cours de pensée juridique contemporaine que j'ai suivi à l'époque, l'idée donc que le pluralisme n'empêche pas le gradualisme, qu'on peut être pluraliste, c'est-à-dire prendre au sérieux l'existence de propositions diverses, tout en les graduant, en donnant préférence à l'une ou l'autre, selon leur qualité scientifique, par exemple. L'idée qu'il y ait des approches meilleures ou plus riches que les autres, ma foi, c'est pas propre à la science, c'est pas propre à la science du droit, enfin voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, je vous le disais, le constructivisme me semble très prégnant dans la pensée du droit, et pas seulement dans les approches critiques. En effet, de façon très générale, et même un peu rudimentaire, c'est décidément le mot du jour pour moi, donc de façon très rudimentaire, l'idée que toute conclusion soit construite et ancrée dans un contexte, construction sur l'axe vérité, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cette idée que toute conclusion soit construite et contextualisée, ancrée dans un contexte, on sait bien en tant que juriste que ça s'applique à la pratique du droit. Sur l'axe articulation entre droit et vérité, vous vous souvenez, 3 types d'articulation, il me semble que ça concerne 2 des 3 points. La question quid ius, qu'est-ce que le droit, quel est le vrai en droit, et quid iuri, et la question justement de la vérité des faits, qu'est-ce que le droit... Quid ius, non, c'est quid iuris en fait. Oui, quid iuris, donc quelle est la bonne réponse en droit et quelle est la vérité des faits que le droit nous permet d'atteindre. Donc l'axe 2, le point 2 et le point 3 sur l'axe, excusez-moi. J'y reviendrai, mais à ce stade, donc à l'idée que construction et droit, à mon sens, vont de pair, à ce stade, pensons simplement aux décisions dans les cas d'espèce. On construit forcément la réponse juridique en fonction des circonstances de l'affaire. Oui, ça paraît assez simple. Il n'y a rien de bien saisissant, finalement, à l'idée du constructivisme, si on le prend dans son sens très général, concernant notre territoire, concernant l'objet, le donné qu'on entend analyser. À moins de considérer que les juges seraient des bouches de la loi, qu'aucune opération n'est nécessaire pour passer du fait au droit, pour déterminer quelles règles s'appliquent, etc., on le sait. Alors, dans ce sens-là, est constructiviste tout juriste qui estime qu'il n'y a pas translation automatique
du code à la pratique. Est constructiviste d'une part, et est critique si on entend que c'est là quelque chose de critique. J'y reviendrai tout à l'heure, enfin dans un instant. J'y reviendrai parce que, donc je vous l'ai dit, je vous dis un mot des approches critiques parce que ça nous a semblé être une bonne idée, même si on ne savait pas très bien pourquoi, mais finalement on sait quand même un peu. Pour parler des approches critiques, il me semblait utile de dire un mot général sur le constructivisme. Et donc, cette idée de constructiviste me semble présente dans le droit en général. Bon, je préciserai. Elle est particulièrement prégnante, me semble-t-il, et beaucoup plus subtile dans ce qu'on appelle les approches critiques du droit, parce que là, on ne retrouve pas la seule idée de construction, on englobe plus rigoureusement les propositions constructivistes. Je vais essayer de vous les montrer. Approche critique du droit, qu'est-ce donc ? À vrai dire, c'est pas si simple de répondre à cette question selon la littérature qu'on consulte. Il me semble qu'on peut, du côté soft, parfois un peu confus, trouver dans la littérature l'idée que sont critiques toutes les analyses du droit qui requièrent ou qui mobilisent d'autres disciplines. Je ne parle même pas d'aller jusqu'à l'exigeante interdisciplinarité. Mais on trouve dans la littérature cette présentation, cette étiquette critique sur des travaux qui, au fond, ne prennent pas le droit comme un fait naturel, simple, sans ressort historique, culturel, sociopolitique, que sais-je. Et donc il y a beaucoup quand même de publications qui disent, au fond, je suis très critique, enfin, ou je suis critique tout court, parce que ma méthodologie, eh bien, elle inclut autre chose que ce que Hart a appelé le point de vue interne, strictement de la technique juridique, pour peu que ça soit possible de faire ça strictement, mais voilà, je vais parler un peu avec les sociologues, paf, je suis critique. Bon, les sociologues ou les autres, hein, peu importe. Donc, ici, ce qu'on retrouve dans cette idée soft, c'est, au fond, la recherche épistémologique qui caractérise le constructivisme, me semble-t-il. Comment s'est développé le droit ? Tiens, la façon dont je le comprends en tant que juriste me semble plus complète quand je vais quand même un peu regarder ce qu'en pensent des gens qui ne sont pas juristes. C'est l'idée qu'il existe, sur l'objet droit, plusieurs regards qui vont dépendre du contexte dans lequel ils sont jetés, enfin élaborés. Dans ce pan soft de ce que d'aucuns donc appellent critique, on va trouver des courants différents de la pensée du droit. Je pense à... Alors, je ne sais pas pourquoi on les donne... Enfin, si, je sais pourquoi, mais on continue à les appeler en anglais, enfin, à les désigner par leur terme anglais, parce que c'est des courants qui se constituent comme tels dans le monde anglo-saxon qui domine quand même encore l'académique aujourd'hui. Donc, on trouve les Empirical Legal Studies, études juridiques empiriques, bon, en français, ça ne se dit pas trop, les Legal Consciousness Studies, donc les études de la conscientisation juridique, donc c'est vraiment l'idée qu'on va aller regarder pour comprendre ce qu'est le droit, comment il est mis en pratique, empiriquement, etc., et aussi même comment il est ressenti, quelle est la conscience du droit enfin, qu'ont le droit de ces sujets, qu'ont les sujets du droit, quelle est la conscience du droit qu'ont les sujets du droit, je vais y arriver. Donc on trouve ça, Empirical Legal Studies, Legal Consciousness Studies, on trouve aussi les mouvements Law and Society ou droit en contexte. Et dans tous ces mouvements, cette idée critique, ou cette approche critique, elle va englober des propositions parfois méthodologiques. Une connaissance du droit nécessite par exemple l'analyse non seulement du code et du droit écrit, mais aussi de la façon dont les destinataires de la règle s'en emparent. Bon, ok, donc méthodo. Et parfois on trouve aussi là-dedans des développements substantiels. Une étude du droit mène à savoir ou à conclure que, au fond, le droit est un discours parmi d'autres, c'est vrai, mais qui se caractérise par une certaine forme d'interprétation ou une certaine forme de rhétorique, ou, enfin, par exemple. Bon. Donc ça, c'est le pan soft. Le terme approche critique vise aussi, et par ailleurs, me semble-t-il, des analyses dites plus radicales, des analyses qui sont toutes centrées dans leur diversité sur les liens entre droit et pouvoir, entre droit et domination. Étant un peu la féministe de service, je pense que c'est plutôt pour ça que mes collègues m'ont lancé sur cette problématique, mais je vous rassure, je vais parler d'autre chose aussi.
Dans la pensée juridique contemporaine, il me semble que cette étiquette d'approche critique au sens, disons, non plus soft, mais dit radical, la radicalité, enfin, ça se discute toujours, mais soit, il me semble que cette étiquette, donc, elle vise principalement les courants et les personnes qui se revendiquent d'une succession ou d'un héritage à l'égard de ce qu'on appelle les Critical Legal Studies. On dit souvent les CRITS, ou les CLS, Critical Legal Studies. Comme il me semble que vraiment, quand on parle d'approche critique en théorie du droit, c'est principalement donc, la succession de ces crits qu'on vise, je vais parler que de cela, mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu d'autres développements d'approche critique caractérisée de radicale. Je pense par exemple aux travaux de Michel Miaille, qui n'ont, me semble-t-il, et en tout respect, pas connu une immense postérité à long terme, mais néanmoins qui sont fort intéressants, travaux d'inspiration marxiste. Miaille, c'est un juriste et un sociologue français. Intéressant aussi d'évoquer ce qui se passe en dehors du monde anglo-saxon. Les crits, donc, je parle seulement de leur succession, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui, et c'est assez intéressant je trouve, a une date de naissance assez clairement et officiellement reconnue, 1977, aux États-Unis. On fonde les crits. Qui fondent les CRITS, une série de juristes qui ont un double projet, promouvoir un mouvement de gauche en droit et à partir du droit, donc à propos du droit, à partir du droit, donc voilà, promouvoir un mouvement de gauche, à propos et à partir du droit, d'une part, et renouveler la théorie du droit à deux égards. Premier de ces égards, donc projet de renouvellement de la théorie du droit, dans la droite ligne du constructivisme en général et de l'école de Francfort, les crits veulent, requièrent, exigent, estiment comme indispensable, ou du moins s'efforcent, d'opérer toujours un retour critique sur eux-mêmes, chaque auteur, chaque autrice sur elle-même. Qui suis-je, moi, théoricienne qui parle du droit, et qu'est-ce que savoir d'où je parle m'apprend sur le droit et sa pratique ? Qui es-tu, camarade ? Bon. C'est une balise méthodologique qui est cruciale pour les crits. Et ils estiment que c'est là une façon, une exigence, c'est une orientation de renouvellement nécessaire de la théorie du droit. Deuxièmement, on pourrait dire que les crits se veulent plus réalistes que les réalistes. Ils se revendiquent du réalisme états-unien, ou en tout cas de Oliver Wendell Holmes, dont a parlé Antoine la semaine dernière, notamment. Et donc, ils veulent s'intéresser au droit tel qu'il est mis en œuvre, tel qu'il est appliqué, mais pas seulement sous un aspect formaliste. Ils veulent aussi prendre en compte, c'est très important pour eux, les logiques de pouvoir qui le traversent. Ils estiment que les réalistes ne le font pas suffisamment, qu'ils regardent au fond comment le droit est appliqué en niant le caractère éminemment politisé de ce mode de régulation sociale. Et donc les crits vont plus loin que le simple constat d'une non-neutralité du droit. Le droit, à leurs yeux, est un outil de domination à l'égard de certaines parties de la population. Pour les CLS, non seulement la décision est posée par une personne dont les caractéristiques vont avoir une influence sur le droit, etc., donc toujours ce retour critique, l'importance de qui parle, mais la décision politique, toutes les règles, toutes les mesures s'insèrent dans un cadre politique orienté que le droit dans son ensemble vient servir. Et alors on n'y va pas de main morte, le droit états-unien dans son ensemble est, aux yeux des crits, ultralibéral, classiste, masculiniste et raciste, combo. Alors bien sûr, parmi les crits, tout le monde ne travaille pas à tout cela, il y en a qui travaillent sur différents de ces critères, bien sûr. Donc, mouvement fondé en 1977, ce groupe des CLS va s'étendre pendant une quinzaine d'années, dans un contexte qui est très propice. De 1970 à 1990, le nombre d'étudiants et d'étudiantes à l'université explose, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça entraîne le recrutement de nombreux jeunes profs, ça c'est un peu moins le cas, mais donc on engage des gens, y compris, des femmes et des Afro-Américains et des Afro-Américaines. Ça renouvelle un peu, disons, la population à la cafétéria de la fac de droit. Puis le mouvement se dissout, début des années 90, notamment parce qu'il est traversé de beaucoup de dissensions,
Il y a beaucoup de tensions dans le mouvement, mais surtout aussi parce qu'il est en fait très réprimé en faculté de droit. Les critiques qu'on a engagés sur un malentendu ou par nécessité se voient refuser des nominations, ont des financements qui sont réduits, leurs contrats ne sont pas reconduits, bref, ils n'ont pas la cote. Bon, officiellement, le mouvement est dissous, mais néanmoins, il me semble que les théoriciens et théoriciennes du droit qui se revendiquent quand même d'une forme d'héritage ou de succession à leur égard restent l'alternative principale à l'approche très libérale qui domine quand même encore les grandes revues et les grandes facultés de droit anglophones. Et l'influence des critiques, quand bien même le mouvement serait formellement dissous, est indéniable, je trouve, dans, on va dire, la littérature juridique anglophone. Au fond, l'idée que la théorie du droit, en tout cas aux États-Unis, est politisée, ça semble acquis. Et l'idée que tant cette théorie que le droit ne peuvent pas être neutres, me semble avoir gagné en solidité. Alors, quelle est donc cette succession, ou du moins ces cousinages des critiques que j'évoquais? Eh bien, des choses vraiment très, très différentes, en fait, très plurielles, très diversifiées. Ça inclut des approches marxistes, en général, hein, bien sûr. Ça inclut aussi des approches dites culturelles. Alors, on aura une intervention d'Anne-Sophie Chambaud, une collègue française, à ce sujet. Je n'en parle pas. Dans ces approches culturelles, on trouve notamment des mouvements plus ou moins explicitement post-colonialistes. Par exemple, ce qu'on appelle les TWAILs, les Third World Approaches to International Law, les approches tiers-mondistes du droit international. Donc, ça indique bien, hein, c'est une étude, une approche, une analyse du droit international de la perspective ou à partir des États non occidentaux, dans l'idée qu'au fond, l'ordre juridique international sert à renforcer, maintenir l'hégémonie des États occidentaux. Et donc, on va montrer qu'au fond, derrière les discours universalistes de droits fondamentaux, etc., il n'y a qu'une forme de continuité de la colonisation, voire même des croisades chrétiennes, etc. Exemple. Dans ces mouvements toujours critiques, enfin hérités d'eux, on va aussi trouver les théories queer du droit, les théories féministes du droit, les critical race theories of law, donc des théories qui pensent le droit à la fois comme une voie d'émancipation pour les minorités racisées, qui peuvent agir en justice et en droit pour changer les choses. Et en même temps, le droit, pour ces courants, est aussi un lieu de domination à l'égard de ces populations. Voilà. Alors là, il y a plein de variations. J'avoue, petite sensibilité au critical black feminism, que je trouve souvent très très bien argumenté, mais soit. Mon ambition ici, c'est pas de vous dresser un petit catalogue de ces différentes écoles, j'en serais bien incapable, et puis comme tous les gens à l'esprit aiguisé, évidemment, ils se disputent. Mais l'idée que je voulais souligner, parce que ça me semble important dans la mission qui m'a été confiée, disons, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de positions politiques. C'est-à-dire que c'est pas seulement un ancrage résolu, explicite, dans un certain contexte politique inégalitaire. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer des inégalités ou de plaider pour l'émancipation, le progrès social. Il y a ça aussi. On voit bien l'héritage de l'école de Francfort, mais il n'y a pas que ça. Dans ces approches critiques, on trouve un très très gros travail de philosophie, du droit notamment. On trouve plusieurs décennies en fait de développement sur des questions aussi fondamentales que l'autonomie individuelle, par exemple, avec des lectures de Kant qui me semblent très très poussées et qui en fait conduisent à une réflexion sur la place du sujet dans la production et la pratique du droit. Il y a des choses qui sont vraiment très élaborées, assez complexes d'ailleurs, en tout cas pour moi. On trouve aussi des travaux très poussés sur l'interprétation, par exemple, avec des lectures de Kelsen et Hart à la lumière de la phénoménologie française. Un truc vraiment fort ambitieux. Pour le dire autrement, les critiques, ou en tout cas les héritières de ces mouvements qu'on peut lire aujourd'hui, c'est pas seulement des anarchistes ou des anards énervés qui vont déconstruire les idées reçues sur le droit. D'ailleurs, on le sait, enfin même au SEJ, à tout le moins, si on lit un petit peu la RIEJ, en 2019, dans la RIEJ 82, numéro 82, on a publié toute une analyse très intéressante à ce sujet. C'est pas que des farfelus qui montent des barricades. Ou pas farfelus, mais c'est en tout cas pas seulement des barricades. Je vous parle de tout cela, pourquoi ? Vous allez voir, on va rallier notre point, parce que dès les années 80, on trouve dans cette littérature, dans ces travaux dits critiques, dans leur diversité, des questions épistémologiques qui sont exactement celles qu'on travaille ici,
en réaction ou en tout cas en lien avec les débats actuels. La question de la vérité y occupe une place intéressante et importante. Il ne s'agit pas seulement d'y penser la vérité après ce qu'on appelle, me semble-t-il souvent, le tournant linguistique. Ça devient glissant, je vais dire le mot Wittgenstein et je ne suis pas très à l'aise, mais il me semble que ce qu'on appelle le tournant linguistique, c'est l'idée, tirée de Wittgenstein justement, selon laquelle tout travail conceptuel requiert un travail préalable sur le langage, parce que ce dernier est la voie d'accès incontournable, exclusive, toujours entravée vers le réel. Les études critiques, contrairement à ce qu'on en dit parfois, me semble-t-il, et à tort, ce ne sont donc pas des militants déguisés, je l'ai dit, ce ne sont pas non plus des perroquets qui répètent que le langage est notre seul accès au réel et que donc nos différents discours, notamment juridiques, sont la seule façon d'approcher la réalité, de s'en débrouiller, mais que ces discours sont distincts de la réalité. Oui, bon, c'est très très intéressant, mais l'idée que les discours portent sur un objet ne sont pas cet objet, bon, ils ne prétendent pas, ils ne s'arrêtent pas à ça, disons, ils ne prétendent pas non plus avoir inventé ça. Les Christ nous disent autre chose. Et là, je vais utiliser un mot qui sera important pour moi ensuite, ou ne se contente pas de nous dire qu'aucun discours ne peut être tout à fait objectif, au sens où il ne peut pas être son objet, qu'il y a toujours un décalage, forcément, entre l'objet et ce qu'on en dit. Donc, ils ne nous disent pas seulement que le droit ne peut pas prétendre à l'objectivité d'un point de vue conceptuel, puisque discours parmi les discours, carte parmi les cartes, il n'est pas le territoire, il n'est pas l'objet. Leur but, beaucoup plus ambitieux, courageux en fait, est de clarifier d'un point de vue épistémologique, et je ne dis évidemment pas que c'est les seuls qui le font, mais en droit, de clarifier comment on peut arriver à la vérité, comment on peut arriver à l'objectivité, dans une certaine mesure, disons à une plus grande vérité ou à une plus grande objectivité. Sachant ce qu'on sait, le contexte social non neutre de la pensée et l'accès à la réalité toujours médié par le langage. Donc, il n'y a pas seulement une critique, il n'y a pas seulement une déconstruction, il y a des propositions. Pour prendre un exemple que je connais un peu, je vais évoquer certains travaux féministes. Je pense à un article qui date de 1989, c'est pas tout récent, hein, qui est intitulé « Knowers Knowing Known, Feminist Theory and Claims of Truth ». Savant, knowers, knowing, sachant, known, su, théorie féministe et prétention à la vérité. Dans cet article, Mary Oakersworth, qui est une politologue des États-Unis, soutient que dans le débat sur la possibilité de la vérité, et alors c'est très intéressant, c'est très amusant parce qu'elle dit, c'est vraiment un débat virulent maintenant, on a l'impression qu'elle parle de fake news, post-truth et de 2021, quoi, mais on est en 1989. Elle nous dit donc, Oakersworth, elle dit, dans ce débat, les féministes, au fond, on leur dit qu'elles sont complètement partiales. Ça, c'est un peu ce qu'on entend aussi. Vous ne voyez plus rien d'autre que l'inégalité entre les hommes et les femmes. Vous êtes des femmes, vous ne parlez que de ça, c'est fatigant. Bon, je résume évidemment. Elle dit au contraire, pourtant, les travaux des féministes aident à, je cite, corriger certaines conceptions inadéquates du monde en identifiant, expliquant, réfutant certains biais androcentrés dans les discours dominants, sans pour autant privilégier, dit-elle, une perspective qui serait exclusivement celle des femmes. L'idée, au fond, je résume bien maladroitement son propos, mais l'idée est bien celle d'une construction collective du savoir. On n'est pas dans l'idée que les femmes savent mieux que les autres, etc. Elle dit, le féminisme apporte quelque chose qui n'a pas encore été entendu dans le discours scientifique, par exemple, ou politique aussi. Et au fond, à cette occasion-là, enfin pas au fond, à cette occasion-là, elle développe toute une réflexion sur le fait que l'impossibilité de prétendre à une vérité absolue ne mène pas pour autant au fait que toute proposition soit complètement de la fiction. Donc elle construit quelque chose autour, pour contrer le risque de nihilisme, de relativisme. Et c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres. L'objet ici n'est pas de détailler ce genre de choses, mais la littérature déborde de travaux sur les liens entre vérité, objectivité, féminisme. Alors, j'ai choisi cet article parce qu'il est assez clair aussi dans son titre et dans son propos, il est assez bref. On trouve des dizaines et parfois vraiment avec des propositions très ambitieuses. Je pense notamment à celle de Donna Haraway, qui est une biologiste devenue finalement philosophe, pourrait-on dire, qui a beaucoup travaillé notamment avec Bruno Latour et qui est à l'origine du concept de connaissance située.
assez proche d'autres concepts proches, mais elle a vraiment des réflexions intéressantes. Et donc, c'est intéressant de se dire, on a déjà dans les années 80 des travaux qui dépassent la simple critique politique ou l'engagement, important par ailleurs, hein, je ne conteste pas, la déconstruction, on va dire, basée sur des considérations de l'ordre de la philosophie du langage, mais avec vraiment des propositions d'ordre épistémologique. Et c'est le cas dans les années 80, et c'est le cas encore aujourd'hui. Je suis tombée sur un article la semaine dernière dans lequel on réfléchit à la posture féministe à l'époque des post-truths, donc 2021, et où on lit des propositions phénoménologiques, bon, je ne sais pas trop pour le terme, mais voilà, qui plaident pour un ancrage dans la réalité vécue face à la débandade débridée des discours contradictoires. Bref, la question qu'on met sur le devant de la scène aujourd'hui et qu'on prend au sérieux ici, et moi, elle m'intéresse beaucoup, elle occupe les critiques depuis longtemps. Et donc c'était intéressant d'en parler, tout ça pour dire ça. Je ne vais donc pas rentrer dans l'épistémologie ici, j'ai très envie de le faire, mais dans, disons, l'espèce d'ossature qu'on a essayé d'esquisser en embrayant le pas à Antoine, c'était plutôt à la fin, on m'a dit qu'on parlerait de ça, donc je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, donc je crois que ça serait intéressant quand même de revenir à ces questions de militantisme, de positionnement par rapport à ce que c'est qu'au fond une recherche de qualité scientifique, on y viendra. Par contre, je vais préciser encore, et donc vous voyez que je resserre, enfin j'espère que vous le voyez, que je ne vous perds pas trop, quelque chose sur l'intérêt des approches critiques pour notre cycle à ce stade, concernant la vérité en général, bon, et le droit. Ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de vous imposer à propos de la vérité, de façon très large, très rudimentaire, encore très grossière, c'est au fond ce que Ricoeur écrit en 1955, me semble-t-il, dans « Histoire et vérité ». Les critiques nous disent la même chose. Ricoeur dit « Nous voulons que la vérité soit au singulier », mais, enfin, ça c'est lui, mais je dis, l'idée, je cite à nouveau, l'idée de vérité est de respecter la complexité des ordres de vérité, c'est l'aveu du pluriel. Notre cher Michel Van de Kerkhove l'a très bien commenté en disant « Aucun jugement en droit comme dans un quelconque registre n'est de nature purement constative, et c'est par l'articulation de leur pluralité que l'on peut tendre à la vérité, à une vérité. » Bon. C'est bien connu des juristes, et pas seulement du SIEJ, quoi qu'on ait été bien biberonné à la méthodologie dialectique proposée par Michel Van de Kerkhove et François Host, mais justement, à propos de ce dernier, il a souvent parlé de polyphonie à propos du droit. Polyphonie, pourquoi ? Polyphonie parce qu'en droit, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs sources. On ne peut pas se contenter d'ouvrir le code et dire le droit, c'est ça. On est toujours obligé de fonctionner avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs interlocutrices. Polyphonie en droit, polyphonie aussi en théorie du droit, je viens de l'évoquer, il y a plusieurs conceptions sur le droit, etc. Au fond, c'est une polyphonie qu'on joue, me semble-t-il, quand on cherche la réponse à la question « quid iuris », cette fois-ci je l'ai bien dit, quelle est la bonne réponse en droit, qu'est-ce qui est vrai en droit, ici, qu'est-ce qui est vrai juridiquement, deuxième articulation sur notre axe droit-vérité. Et c'est aussi, je l'ai dit et je le pense, en tout cas ce qu'on essaye de faire au SIEJ quand on essaie de déterminer quid ius, qu'est-ce que le droit, première de ces articulations sur cet axe. Constat un peu bateau, vous me direz, merci tout ça pour ça, qui va quand même signer la fin de la première partie de mon intervention. Je le répète ici, ma visée était assez informative en fait. Dire au fond, c'est quoi les approches du droit ? Et je suis tout à fait ouverte à ce que vous me disiez, mais en fait pas du tout, t'as rien compris, c'est pas du tout ça les approches du droit. Peut-être que vous les identifiez pas comme ça, mais voilà, j'y ai glissé de façon très discrète, je crois, une invitation à plonger dans une part de cette littérature, par exemple féministe, qui est consacrée à des questionnements que je trouve vraiment intéressants et d'une façon pas nécessairement inédite, mais néanmoins je trouve si pas singulière, disons variée. L'idée c'était donc bien celle d'un panorama. Donc, la seule prétention que j'avais ici, c'était de venir donc dire un mot complémentaire, c'est peut-être prétentieux, à ce que Antoine disait la semaine dernière de ce deuxième point sur notre axe vérité, non pas vérité conformité, mais ou correspondance, mais vérité construction. En droit, en fait aussi, oui. Bon, pour des gens plus que pour d'autres, mais quand même. À ce stade, donc après ces deux premières séances, enfin celle-ci est bientôt finie, j'ai eu envie de faire un petit exercice de catégorisation.
de définition. J'ai eu l'impression dans nos discussions la semaine dernière que parfois on butait sur des questions finalement presque terminologiques. Et donc j'ai eu envie de réfléchir aux notions d'objectivité que j'ai évoquées tout à l'heure au coin de l'une ou l'autre phrase et de vérité. Alors ça fait une petite pirouette en disant, vous voyez, il y a une vraie cohérence dans mon intervention parce qu'au fond, les approches critiques sont souvent présentées comme celles qui contestent l'objectivité du droit. Eh ben, voilà, on continue à parler de la même chose. Bon. Alors j'ai joué au dictionnaire. L'objectivité en philosophie, nous dit le Trésor de la langue française informatisée, là, ce super dictionnaire, je ne sais pas si vous l'utilisez, en ligne, je trouve que c'est un projet de l'Université de Lorraine initialement. Très bien, ah bon. L'objectivité vise, je cite, la qualité de ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant. Ça nous rappelle, me semble-t-il, une définition de la vérité, je y reviendrai. Et dans un sens courant, poursuit-on quand on lit cette définition, la qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée ou le fait d'être dépourvu de partialité. Prenons un peu le temps. Dans ce sens-là, il me semble qu'on trouve le terme objectivité, finalement, en droit positif. Je pense aux notions de critères objectifs et subjectifs qui sont utilisés et en fait combinés à divers égards, par exemple pour définir la coutume ou pour évaluer l'effet direct ou non d'une norme de droit international dans un ordre juridique interne, ou pour établir la notion discriminante, la nature discriminante ou non d'une mesure. Dans ces différents exemples, le critère subjectif, c'est toujours celui de l'intention des parties. Les gens respectent la coutume parce qu'ils pensent que c'est obligatoire. Ça caractérise la coutume, c'est l'élément subjectif de sa définition. Les parties à ce traité voulaient, ou pas, qu'il soit d'effet direct. Ça, c'est le critère subjectif. Le critère objectif, il vise autre chose. L'inscription dans la durée de la coutume, la lisibilité de telle ou telle disposition du traité. Donc on a d'une part le subjectif au sens des sujets qui pensent, qui veulent, qui croient, bon, et d'autre part on a l'objectif qui porte sur le reste. Tout ce qui n'est pas à propos de ces sujets, tout ce qui n'implique pas la subjectivité. Et dans ces petits éléments de définition, il me semble qu'on trouve, donc de l'objectivité, on trouve une synonymie avec ce qu'Antoine a désigné la semaine dernière comme vérité-correspondance. Est objectif, est vrai dans ce sens-là, dans le sens correspondance, l'assertion identique à un donné extérieur. C'est du fait. Le critère de vérité, c'est l'exactitude. C'est l'une des deux directions sur notre axe vérité. L'autre, c'est la vérité-construction. On se dit, ah ben voilà, c'est chouette en droit, alors il y a de la vérité-correspondance, en tout cas, on essaye. Et puis on sort du dictionnaire général, et j'étais à la bibliothèque l'autre jour, c'était formidable, ça faisait longtemps. Trop de cours avant, donc c'était vraiment chouette. Et j'ai ouvert le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, quand même une certaine, on va dire, c'est un bouquin assez connu en droit, en tout cas francophone. Et donc j'ouvre ce dictionnaire, et là, la définition qu'on va y trouver, enfin je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, tempère tout à fait l'idée qu'il y aurait en droit, quand on parle d'objectivité, la prétention à une vérité-correspondance, à une vérité, en tout cas, ou à une chose existant en soi. Bon. L'objectivité, y lit-on, est la représentation exacte de la réalité matérielle ou juridique. Ok. L'aptitude à en rendre fidèlement compte dans le discernement et la probité, sans préjugés, partialité ni arbitraire. Ok. Et puis tout de suite après, on lit, oui, c'est en fait l'esprit de vérité, donc l'objectivité est l'esprit de vérité qui donne sa valeur à l'intime conviction. Alors là, ça donne quand même beaucoup de mou, me semble-t-il. Ça laisse entendre que c'est un esprit et pas un fait. Et qu'il s'agit de conviction et non pas de savoir. Les choses se font encore plus précises dans la suite du Verbeau, où Gérard Cornu précise que l'objectivité dans l'interprétation du droit signifie respect de la règle, fidélité à son esprit, attention à sa juste application. On est là dans des balises systémiques, ce qu'Antoine a avec raison associé à la vérité-construction. Quand il s'agit d'interpréter en droit, on sera objectif si on respecte le cadre légal. On ne prétend pas être objectif de façon absolue. On ne dit pas qu'il y a une seule bonne réponse, objectivement, absolument vraie,
mais qu'une objectivité est possible dans le cadre de, au regard du système. Donc l'idée d'objectivité existe en droit, mais avec modestie, disons, me semble-t-il. On ne trouve pas la même modestie au verbo « vérité » du dictionnaire. J'en arrête ici pour l'objectivité. Dans le trésor de la langue française informatisée, on lit que la vérité, c'est la reconnaissance reconnue, alors c'est seulement reconnue, la connaissance, excusez-moi, la connaissance reconnue comme juste, reconnue comme conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime. On y lit ensuite toute une série de spécifications, la définition était fort longue, autour de l'idée de conformité. Est vrai, donc vérité vise la conformité de la pensée ou de son expression avec son objet, la conformité d'une affirmation à la réalité, la conformité d'une idée à la réalité. Et on y lit même, toujours dans la même définition, que la vérité peut s'entendre comme ce qui existe indépendamment de l'esprit qui le conçoit, ayant dès lors pour synonyme réalité. Vérité, c'est réalité. Alors j'ai complètement conscience du fait que c'est extrêmement bête ce que je suis en train de vous proposer, au sens où, bien sûr, l'exercice devait être difficile pour les personnes qui ont rédigé cette définition. On ne peut pas résumer en quelques lignes des siècles de développement conceptuel sur ce qui est vrai, ce qui est... Mais c'est quand même intéressant, je trouve, de voir ce qui est retenu dans cette définition. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce qui est retenu dans ce dictionnaire général ne me semble pas la même chose que ce qui est reconnu dans les dictionnaires juridiques. Dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, je vais voir le verbe « vérité » et j'en garde une impression vraiment très différente. La vérité y est définie comme, je cite, « propriété intrinsèque de la réalité dont il est cependant inévitable que nous l'appréhendons subjectivement ». Donc tout de suite, on vient avec la précision. Propriété intrinsèque de la réalité dont il est cependant inévitable que nous l'appréhendons, j'aurais dit dion, mais je respecte Cornu, que nous l'appréhendons subjectivement. L'auteur le précise comme ça. Ensuite, il est dit propriété de ce qui réellement existe ou a existé, critère pour un fait présent ou passé de sa preuve, dès lors que la vérité, une fois dévoilée, a supposé cette révélation possible, a pour propre de faire foi par sa propre évidence. Je me rends compte que la phrase est compliquée parce que j'ai aussi eu besoin de la lire plusieurs fois. Je ne vais pas vous l'imposer à plusieurs reprises, mais on dit que la vérité est dévoilée à supposer que cette révélation soit possible. Alors je vous passe les choses, je vous passe un peu quelques trucs, et puis il est dit, vérité donc, s'applique seulement en ce sens à la connaissance et à l'établissement des faits, non aux règles et aux propositions de droit. Cornu est d'une franchise absolue. Il nous dit, il n'y a pas de vérité en droit. Pour le reste, c'est pas gagné. Il en a dit ce qu'il paraît en penser, mais il ne se mouille pas plus. Il dit, en droit, il n'y a pas de vérité. Et on lit le même type de précaution quand, vous voyez, il y a un verbo vérité, puis il y a quelques sous-verbos, si on pouvait dire, il y a vérité absolue, celle à laquelle permettrait d'accéder, enfin, celle qui, permettrait d'accéder à une connaissance plénière. Il ne dit pas la vérité absolue, c'est celle qui permet d'accéder à cette connaissance. Il y permettrait, restons prudents, au conditionnel. Et donc, visiblement, si d'aucuns pensent que la vérité est possible, les juristes sont plus prudents. Le propos est rapide, j'assume toujours le côté très préliminaire de ce que je vous propose ici. Les juristes sont plus prudents, et prudentes aussi, habitués sans doute à un autre régime, j'y reviendrai dans quelques minutes. Je veux d'abord finir mon petit tour, le tour auquel je vous emmène dans la bibliothèque de droit, en visant un mot du verbo vérité dans non pas le dictionnaire général, non pas le vocabulaire juridique, mais cette fois le dictionnaire de la justice, qui est un assez bon ouvrage, j'ai trouvé en tout cas, qu'a dirigé Loïc Cadiet. Dans le dictionnaire de la justice, il n'y a pas de verbo objectivité, il n'y a pas de verbo certitude, il y a un verbo doute et il y a un verbo vérité. Le verbo vérité a été rédigé par Xavier Lagarde, qui est un juriste privatiste, qui, tiens, et ça ne me semble pas anodin, a rédigé une thèse, a consacré une thèse au droit de la preuve. Bon. Et donc Xavier Lagarde, privatiste, juriste, il n'est même pas philosophe le type, il soutient notamment qu'il serait vain d'assimiler vérité et réalité. Ah, il n'est pas d'accord avec le dictionnaire général. Et qu'en droit, il n'existe pas à proprement parler de conception de la vérité. Il dit qu'il n'existe pas vraiment de conception juridique de la vérité, mais néanmoins,
je cite, « Sous un angle normatif, rien n'empêche le droit de consacrer des règles dont l'objet est précisément de conditionner l'accès à la réalité des choses. » Autrement dit, ce qu'il nous dit là, il n'y a pas de conception juridique de la vérité, mais le droit peut créer de la vérité. Un juriste, pas même philosophe, le dit tout simplement. Il n'y a pas de vérité et correspondance en général. En droit, on peut créer de la vérité. Ben oui. Delphine est la fille d'Albert. Julian A. est innocent. Là, l'État belge est débiteur de la RDC. On peut créer de la vérité. La première phrase de son verbo, à ce Xavier Lagarde, dans le dictionnaire de la justice, donc toujours, est formidable. J'ai eu envie de vous la lire. C'est la toute première phrase, verbo vérité. Lorsqu'il aborde la question de la vérité, le juriste aurait tort de se laisser gagner par l'angoisse qui saisit ses collègues des sciences dures et des humanités confrontés à cette question. En effet, le droit n'a pas prioritairement pour objet l'établissement de la vérité des énoncés qu'il contient. Une règle de droit n'est ni vraie ni fausse. Elle consiste en une proposition dont la validité est variable. Je vous épargne la suite. Alors, si le droit ne s'occupe pas de la vérité, bon, pourquoi est-ce qu'on en parle au SIEJ? À la limite, on arrête maintenant, hein, il est toujours temps. Eh bien, on l'a dit la semaine dernière et j'ai essayé de le redire ici, tout à l'heure et juste maintenant. Il semble bien possible, et ça reste une hypothèse bien sûr, je ne voudrais pas heurter ou vexer nos collègues des autres facultés, il semble possible, et je dirais même il semble bien, que les juristes sachent quelque chose de bien spécifique de la vérité. Pour les juristes, c'est chose courante que le caractère non absolu de cette vérité et même que la possibilité de son inexistence. Rien de neuf sous le soleil pour les juristes. Rien de neuf à l'idée que la vérité soit construite, qu'elle fasse l'objet d'interprétation, qu'elle fasse l'objet d'évolution. Pour reprendre le titre de mon intervention, que d'ailleurs m'a imposé Antoine, hein, le droit déshabillé. Alors je te remercie Antoine, je sais qu'on n'avait pas le temps, mais c'était très bien, je l'aime vraiment bien, c'était rigolo. Et il ne l'a pas imposé contre mon gré, c'est une question d'organisation. Mais donc le droit déshabillé, ça va me valoir des clics, certainement, si cette intervention est publiée sur le net. Il me semble que donc le droit déshabillé est pertinent ici, à deux égards, dans cette veine de ce petit savoir spécifique qu'auraient les juristes sur la vérité. Premièrement, on peut dire, et je crois que c'était l'idée, que les approches critiques déshabillent le droit. Alors, à mon sens, certaines avec raison. Elles montrent que non seulement il n'existe pas de vérité absolue sur le droit, quid ius, ou en droit, quid iuris, mais qu'au fond, ça vaut la peine de déshabiller le droit, que sous ses prétentions à l'objectivité, donc à la vérité correspondance, donc derrière l'objectivité du droit, il y a, nous disent les critiques, d'autres vérités assénées. Le racisme, le sexisme, le capitalisme, etc., etc. Donc, le droit déshabillé, d'accord. Mais ici, il me semble qu'au fil de nos lectures de définition, et sans contester l'utilité de ce déshabillage, utilité politique et utilité conceptuelle, au fond, les juristes, ils ont peut-être l'habitude d'être déshabillés. Pourquoi est-ce qu'ils ont l'habitude d'être déshabillés? Parce que, peut-être, ça reste une hypothèse, intuitivement, au sens où je pense que beaucoup ne l'ont pas formulé comme ça, ou ne le formuleraient pas comme ça, au fond, on sait bien que le droit est tout nu. On sait bien que le droit peut être revêtu d'atours divers. C'est exactement, me semble-t-il, ce que dit le dictionnaire que j'ai cité. Évidemment, vérité, construction. Évidemment. Et donc, on a ce petit savoir, peut-être pas explicite, mais on va pouvoir le partager. Ça tombe bien, parce que nous, les juristes, on aime vraiment beaucoup faire la leçon aux autres, avoir raison, tout ça, c'est formidable. Ceci dit, la pertinence d'une réflexion articulant droit et vérité ne me semble pas se justifier seulement à l'aune de cette particularité qu'auraient les juristes au vu de leur pratique et éventuellement de leur théorie critique. Enfin, des théories critiques qui émaillent la littérature juridique. À mon sens, les juristes ont plus qu'une petite pertinence peut-être, ou qu'un petit argument pertinent à apporter. À mon sens, il y a une responsabilité des juristes à ce sujet. Ce petit savoir dont on peut peut-être nous targuer,
à démontrer bien sûr, hein, il pourrait, me semble-t-il, être d'une grande importance à l'heure où, dans les débats, s'échangent les fake news et post-truths que j'ai évoqués. Je ne vais pas trop développer parce que, à ce stade du cycle, je n'ai pas peut-être encore grand-chose à en dire, mais j'avais envie de développer cette idée d'une responsabilité ou en tout cas d'une pertinence de l'apport potentiel des juristes à cette problématique, sur la base de 2 bouquins assez récents sur cette question de la post-vérité, celui de Myriam Revaud-Dallon de 2018, hein, La faiblesse du vrai, et celui de Barbara Cassin, enfin un ouvrage de Barbara Cassin que j'évoquerai juste après. Pour Myriam Revaud-Dallon, donc en 2018, dans un ouvrage qu'elle consacre donc à la post-vérité, tout ça, la post-vérité implique que, je cite, « les faits objectifs ont moins d'importance que leur appréhension subjective ». Alors, évidemment, on comprend, je suis assez d'accord avec sa définition, il y en a certainement d'autres, mais on comprend qu'à partir du moment où les faits objectifs ont moins d'importance que leur appréhension subjective, il n'y a même plus moyen de discuter, en fait, notamment en matière politique, puisqu'on ne s'accorde même pas sur l'objet de la discussion. On ne s'entend pas, à minima, sur ce dont on parle. Ce qui est important, c'est même plus de parler de la même chose, c'est d'exprimer son propre point de vue, d'exprimer la façon dont on appréhende les choses. Et face à cette stratégie de confusion générale, et je pense vraiment que dans le chef de certaines autorités, il y a de la stratégie là-dedans, hein, on l'a vu avec Trump, je pense qu'en France aussi on le voit chez certains, je pense que c'est vraiment crucial, et que donc c'est de l'ordre de la responsabilité, de partager l'expérience juridique. En droit, construire l'objet et construire la conclusion, c'est chose commune. Chose commune au sens de choses fréquentes et de choses partagées. On traduit les faits en droit sans prétendre les épuiser, et après on s'accommode de l'autorité de la chose jugée, en la tenant pour vraie. C'est quelque chose qu'on arrive à faire, et donc je pense qu'il y a une vraie transmission qui serait possible et intéressante sur l'idée qu'en droit, on sait bien que ce n'est pas absolu, et pour autant, on s'en débrouille. Au fond, le titre de cet ouvrage de Barbara Cassin, donc sur la post-vérité que j'ai évoquée, l'indique tout aussi clairement, mais au sujet du langage plus précisément. Son ouvrage s'appelle « Quand dire, c'est vraiment faire ». Alors, évidemment, on voit la référence à l'ouvrage de John Langshaw Austin, « Quand dire, c'est faire », j'en dirai un mot dans quelques instants, mais donc Cassin, là-dedans, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de développer, enfin elle le fait, elle développe des arguments relatifs à la force active de la parole. Au fait que parler, c'est pas anodin, et que donc, dans cette idée qu'on peut dire on fait tout ce qu'on veut, et que tout se vaut, il y a des effets à cette parole. Quand dire c'est vraiment faire, dit-elle, fait donc référence, assumée bien sûr, à cet ouvrage de 1962 d'Austin, Quand dire c'est faire. Et donc, pour les moins philosophes du langage parmi nous, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage-là ? Mais l'idée que, Austin développe à cette époque-là, l'idée que le langage ne sert pas seulement à décrire ou à affirmer quelque chose, il pleut, je suis contente, mais que certains énoncés exécutent une action, font effet. Et donc Austin va prendre beaucoup d'exemples à ce sujet, d'exemples où le langage fait effet, ou dire, c'est faire, et la plupart de ces exemples sont en fait tirés du registre juridique. Oui, je le veux, je te prends pour époux, je le dis, ça fait, nous sommes mariés. Dans certaines conditions, bien sûr, mais néanmoins. Je lègue ma montre à mon frère, ou même, dit Austin, je vous parie sixpence qu'il pleuvra demain. Ce sont des énoncés performatifs, ce sont des choses qu'on dit et qui font, et qui relèvent du droit. C'est le cas dans les contrats, on peut associer à partir de ce que dit Austin. On s'engage par le langage, je ferai ceci, tu feras cela, nous sommes d'accord. C'est bien le negocium qui fait contrat et pas l'instrumentum. C'est bien ce qu'on dit et pas éventuellement la forme dans laquelle on écrit ce dire. On peut aussi penser bien sûr au droit constitutionnel. Ceci est la constitution de la Belgique. Voilà. On peut aussi penser bien entendu aux décisions de justice. Brad et Angelina ne sont plus mariés, je prononce leur divorce. Je dis, c'est fait. Comme l'écrit Christophe Gregor-Schick, en droit, les mots font tout ou presque. Et les juristes savent donc bien non seulement se débrouiller avec la déconnexion de la réalité, discours construit, pas de correspondance,
pas de conformité totale, pas d'absolu, mais les juristes savent aussi à quel point dire, ça fait est fait, et que donc asséner tout et n'importe quoi n'est pas sans conséquence. Le discours façonne notre existence. Alors, ici, je plaide pour que les gens viennent au SIEJ, donc je n'exclus évidemment pas la connaissance et la pratique tout à fait formidable de nos collègues d'autres disciplines. Hein. C'est vraiment essayer de marquer la pertinence d'un discours qui articulerait droit et vérité, sans exclure bien entendu les autres. Vous connaissez bien le SIEJ. Mais donc à ce titre-là, je vois l'exercice d'une responsabilité dans le cycle qu'on a entamé. Elle existe à plusieurs niveaux. Elle existe au 3e point sur notre axe d'articulation droit et vérité. C'est-à-dire elle existe au sens où le droit peut régenter la vérité en garantissant la liberté d'expression et en réprimant certains propos, par exemple le propos raciste ou le faux, en garantissant des procédures équitables, en donnant des voix à tous et à toutes, comme l'a évoqué Antoine Bayeux la semaine dernière, par exemple en matière environnementale, avec l'importance d'avoir des débats qui sont organisés de façon correcte, et ça, le droit peut nous le permettre. Donc, le droit peut intervenir utilement, il y a une forme de responsabilité des juristes par rapport à ça, dans cette actualité post-truth fake news, au 3e niveau de l'articulation, le droit comme voie d'élucidation, le droit comme cheminement vers la vérité, disons, une vérité. Mais cette responsabilité, elle existe aussi, me semble-t-il, de façon beaucoup plus ambitieuse. Et je vais laisser Alain Supiot le dire bien mieux que moi. C'est ce qu'il dit à la toute fin du prologue de son Homo Juridicus. Il dit, je dis que nous savons comme il l'écrit, le droit n'est pas l'expression d'une vérité avec un grand V révélée par Dieu ou découverte par la science avec un grand S. Il n'est pas davantage un simple outil qui pourrait se juger à l'aune de l'efficacité. Efficace pour qui ? Le droit sert à approcher, sans jamais pouvoir l'atteindre, une représentation juste du monde. Et là, je trouve que dans ce mot « juste », on trouve peut-être la justice, certainement la justesse. Et j'ai l'impression que cet enjeu de justesse, qui n'est pas la correspondance, qui n'est pas la conformité, mais qui est plus que n'importe quelle construction, au sens où toute construction, il y a des constructions qui sont plus justes que les autres. Je pense qu'il y a là quelque chose, il y a là une expérience, il y a là un savoir, il y a là une pratique qui peut être vraiment intéressante. Et ça vaut pour le droit, comme le dit Supiot, mais ça vaut aussi pour la théorie, qui permet d'atteindre une représentation plus juste de ce qu'est, par exemple, le droit. Et un peu plus juste, un peu plus vrai, je trouve que c'est vraiment un très beau programme pour notre réflexion. Je vous remercie.